Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes d'horreur à Arkham. Aujourd'hui, on continue la conspiration d'Innsmouth avec l'investigatrice et les cartes de la classe chercheur. L'investigatrice, c'est Amanda Sharp, 2 en volonté, 2 en intelligence, 2 en combat et 2 en évasion. 7 points de vie, 7 points de santé mentale. Elle a comme sous-titre l'étudiante. Elle a les traits miskatoniques et érudits. Forcez, au début de la phase d'investigation, piochez une carte, défaussez la carte située sous Amanda Sharp, choisissez une carte de votre main et placez-la sous Amanda Sharp. Réaction, au début d'un test de compétences que vous effectuez, attribuez au test la carte située sous Amanda Sharp si possible. Ne la défaussez pas quand ce test se termine. Signe des anciens, plus 0. Pour ce test, vous avez le droit de doubler le nombre d'icônes de compétences de la carte située sous Amanda Sharp. Deck. Carte chercheur de niveau 0 à 5, carte neutre de niveau 0 à 5, compétence entraînée de niveau 0 à 3. Et dans son deck, elle a étude obscure, murmure des profondeurs et une faiblesse de base au hasard. Alors, précédemment, comme investigateur, on a eu Calvin Wright qui avait 0 de partout, Preston Fairmont qui avait 1 de partout, et Jenny Barnes, notamment Jenny Barnes, mais aussi Lola Eyes, qui toutes les deux ont 3 de partout. Là, on a Amanda Sharp qui a 2 de partout. Alors, elle a 7 points de vie, 7 points de santé mentale, c'est équilibré. 2 de partout, c'est léger, c'est-à-dire qu'elle est mauvaise partout. Jenny Barnes, j'avais l'habitude de dire, elle n'est bonne nulle part, vu qu'elle a 3 et que 3 c'est moyen, mais 2 partout, c'est mauvais. Et je reviens sur ma classification, 3 c'est moyen, 2 c'est mauvais, 1 c'est très mauvais, 4 c'est bien, 5 c'est très bien. Pour une valeur de base, ensuite il faut quand même souvent améliorer au-delà. Par contre, au début de la phase d'investigation, on pioche une carte, on défausse la carte située sous Amanda Sharp pour en prendre une de la main et la mettre à la place. Et pendant tous les tests, donc ceux effectués pendant la phase d'investigation, pendant éventuellement la phase des ennemis, phase d'entretien s'il y en a, puis la phase de mythe suivante, on va attribuer à chaque test toutes les icônes de la carte sous Amanda Sharp. Le signe des anciens, plus 0, c'est anecdotique, par contre on double le nombre d'icônes. Sachant qu'une carte compétence, si on l'utilise pour ces icônes, il faut qu'il y en ait au moins 2, et voilà, même maintenant, 2, s'il n'y a pas d'autre effet, c'est léger. Donc doubler les icônes de la carte sous Amanda Sharp, je pense que ça revient à 1 plus 2. Du coup, des cartes avec beaucoup d'icônes, on pense aux cartes compétences qui, en plus, ont souvent un effet quand elles sont attribuées à un test de compétences. Elle a accès aux cartes compétences de niveau 0 à 3. Concrètement, ça donne les compétences entraînées auxquelles elle a le droit. Il y en a en gardien, il y en a en chercheur, il y en a une en survivant, en truand, en mystique et 2 qui sont neutres. Alors j'ai regardé un petit peu celles qui me semblaient les plus intéressantes. Il y a notamment prendre l'initiative, attribuer uniquement lors d'un test de compétences que vous effectuez, prendre l'initiative perd, alors il y a 3 icônes libres, prendre l'initiative perd 1 icône libre pour chaque action qui a été réalisée par n'importe quel investigateur à cette phase. En supposant qu'elle soit la première à jouer la phase d'investigation, première action, comme il n'y a pas eu d'action effectuée avant, elle a 3 icônes libres. Deuxième action, elle a 2 icônes libres. Troisième action, elle a seulement 1 icône libre. Et si ensuite elle a un test du genre, je crois que c'est paralysé par la peur, à la fin une carte traîtrise qui dit à la fin de votre tour faites un test, elle a effectué 3 actions, elle n'a plus aucun bonus. Donc cette carte-là, cette compétence-là, c'est intéressant à mettre sous Amanda Sharp pour la première action de la phase d'investigation. Pour la deuxième, ça passe encore, ça revient à un courage inattendu, mais ces actions qui ne nécessitent pas de test, idéalement, elle les garde pour la fin de la phase d'action quand prendre l'initiative n'apporte plus de bonus intéressant. Et phase du mythe suivante,
comme on ne fait pas d'action pendant la phase de mythe, de nouveau 3 icônes libres. Chez les gardiens, c'est la seule que j'ai notée, parce que par exemple, coup vicieux, ouais, mais elle attaque à 3. Alors, l'attaque inflige plus un dégât, si c'est réussi, il faut qu'elle réussisse, c'est pas gagné. En chercheur, on a bien évidemment déduction. Alors, même remarque que pour coup vicieux, ça n'apporte que plus 1, c'est pas gagné qu'elle réussisse ses enquêtes à 3 contre la difficulté, mais si elle réussit, là ça sera a priori plutôt dans du multi, donc 3 ou 4 investigateurs. Vous dites au joueur qui joue Amanda de passer tout son round à enquêter. Et première action d'enquête, si c'est réussi, c'est 2 indices. Deuxième action, si c'est réussi, 2 indices. Troisième action, si c'est réussi, de nouveau 2 indices. Et j'ai pas pensé à le mettre là, mais vision ésotérique, voilà. Vision ésotérique, c'est un soutien qui occupe un emplacement d'arcane, qui coûte 3, utilisation 3 charges, action rapide, tant qu'un investigateur effectue son tour, dépensez une charge, votre lieu perd 2 de valeur occulte jusqu'à la fin de ce tour. Du coup, si vous avez ça en jeu, qu'Amanda Sharp peut glisser déduction sous sa carte d'investigateur, elle enquête à 3, plus éventuel autre bonus, contre la valeur occulte -2, et chaque fois qu'elle réussit, elle gagne 2 indices. Encore une fois, en multi, en un tour, elle peut prendre 6 indices dans un lieu. Autre carte intéressante, l'œil de la vérité. Alors ça coûte 5 points d'expérience, mais il y a 4 icônes libres. Si ce test de compétence est requis par une traîtrise et qu'il est réussi, ajoutez cette traîtrise à la pile de victoire et attachez-lui l'œil de la vérité. Tant que l'œil de la vérité est attaché, il confère ses icônes de compétence à tout test requis par des exemplaires de la traîtrise attachée. Donc début de la phase d'investigation, vous glissez cette carte sous Amanda Sharp. Maintenant, chaque fois qu'elle fait un test de compétence, elle a 2 de base, plus les 4 icônes libres. Phase du mythe suivant, comme de toute façon elle va défausser cette carte, elle fait un test sur une traîtrise, mettons un reste pourrissant. Elle teste donc toujours à 6, et si elle s'est réussie, elle met le reste pourrissant dans la pile de la victoire, l'œil de la vérité est attaché, et maintenant chaque fois que quelqu'un fait le test de volonté d'une copie de reste pourrissant, cet investigateur a un +4. Voilà. Alors je me rends compte, tant qu'on est dans les cartes chercheurs, une carte qui bien évidemment prend tout son intérêt dans le deck Amanda Sharp, c'est la perfection vient de l'entraînement. Un événement de niveau 0 qui coûte 1, très stratagème et tactique, rapide à jouer lors d'un test de compétence dans votre lieu, cherchez une compétence entraînée parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et attribuez-la à ce test si possible. Mélangez les cartes restantes dans votre deck après la fin de ce test, en cas de réussite, ajoutez cette compétence à votre main au lieu de la défausser. Donc vous cherchez une compétence, une compétence entraînée parmi les 9 cartes du dessus de votre deck. Normalement, vous construisez votre deck de sorte à ce que vous ayez une grande quantité de compétences entraînées. Vous l'attribuez au test, en plus de la compétence qui est sous Amanda Sharp. Si le test est réussi, la compétence reste dans votre main. Et si elle est toujours dans votre main au début de la phase d'investigation suivante, vous pouvez la mettre sous Amanda Sharp. Donc, en temps normal, la perfection vient de l'entraînement, ça permet d'attribuer une compétence à un test. Si le test est réussi, de réattribuer la compétence. Dans un deck Amanda Sharp, on va chercher la compétence, on peut l'attribuer à un test, et à la phase d'investigation suivante, on la met sous Amanda Sharp pour que ça soit attribué à tous les tests de la phase d'investigation, éventuellement de la phase ennemie, de la phase d'entretien et de la phase du mythe suivante. En truand, on a casse-cou. Alors là, je montre plutôt la carte de niveau 2. Donc c'est une compétence avec un icône libre. Après avoir attribué casse-cou à un test de compétence, révélez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous révéliez une compétence truand que vous pouvez attribuer à ce test. Attribuez-la, mélangez dans votre deck chaque autre carte révélée. Si on regarde, Amanda Sharp, alors comme carte truand, elle a accès à plusieurs, mais la carte qui va le mieux avec... la carte qui va le mieux avec casse-cou, c'est Élan, compétence de niveau 1, un icône libre. Si ce test de compétence est réussi, diminuez de X la difficulté du prochain test de compétence que vous effectuez à cette phase, X étant le nombre de points de réussite, jusqu'à un maximum de 3. Du coup,
Début de la phase d'investigation, vous glissez casse-cou, idéalement de niveau 2, sous Amanda Sharp. Vous faites votre premier test. La carte est attribuée. Comme elle est attribuée, vous allez chercher une autre compétence truand. Dans votre deck, en tout, vous mettez 2 copies de casse-cou et 2 copies d'élan. Si la première compétence que vous trouvez, c'est élan, vous l'attribuez aussi. Donc vous avez 2 de base, vos éventuels bonus passifs, 1 de casse-cou, 1 d'élan. Vous faites un test à 4 plus autres bonus contre la difficulté. Si vous réussissez de X, le test suivant de la phase a une difficulté diminuée de X. Test suivant, comme il y a toujours casse-cou sous Amanda Sharp, et bien même chose, vous attribuez casse-cou, vous cherchez des cartes compétences dans votre deck, vous révélez un élan, vous en êtes à donc 2 de base, plus 2, plus les éventuels bonus passifs. Enfin, je dis les bonus passifs, je veux dire les bonus autres. Par exemple, si ça se trouve, vous enquêtez avec outil de crochetage, donc avec 6. Mais maintenant, la difficulté est diminuée de X si le test précédent a réussi, grâce à élan. Et je l'ai dit, dans le deck, vous mettez 2 copies de chaque. Donc éventuellement, quand vous faites votre test, avec l'effet de casse-cou, vous révélez des cartes et vous révélez une autre copie de casse-cou. Enfin, l'autre copie de casse-cou. Dans ce cas-là, de nouveau, après avoir attribué casse-cou, vous révélez des cartes. Donc vous révélez des cartes et maintenant les seules compétences qui vous restent dans votre deck sont élan. Dans ce cas-là, vous attribuez un casse-cou, un deuxième casse-cou, un élan, 3 plus les 2 de base, plus les autres bonus, et la réduction de difficulté sur le test suivant grâce à élan. Test suivant, comme il reste une copie d'élan dans votre deck, vous l'attribuez. La difficulté est diminuée grâce à la première copie d'élan qui est attribuée au test précédente. Donc ce test-là est plus facile à réussir grâce à la première copie d'élan. Et comme vous attribuez votre autre copie d'élan, vous diminuez également le test suivant. Autre remarque, à chaque début de phase d'investigation, vous piochez une carte. Donc Amanda, elle pioche relativement vite. Et là, concrètement, si vous partez d'une situation où vous avez une copie de casse-cou en main et c'est tout, sur les 4 compétences truands, je veux dire, après 2 tests, vous avez sorti de votre deck la deuxième copie de casse-cou et les 2 copies d'élan. Du coup, vous avez retiré ces cartes-là et vous avez concentré les bonnes, et malheureusement les bonnes cartes, et malheureusement aussi votre faiblesse. Mais en tout cas, j'aime bien la combinaison casse-cou plus élan dans un deck Amanda Sharp. En mystique, on a déferlement de puissance, compétence de niveau 0, avec un icône libre, dépensez jusqu'à 3 charges parmi les soutiens que vous contrôlez en tant que coût supplémentaire pour attribuer déferlement de puissance à un test de compétence. Déferlement de puissance gagne un icône de volonté et un icône libre pour chaque charge ainsi dépensée. Qu'est-ce qu'elle peut prendre Amanda qui a des charges? Eh bien, elle peut prendre vision ésotérique, dont je parlais tout à l'heure. Bon, ça serait dommage quand même de retirer des charges, tellement la carte est efficace. Et elle a aussi le pendentif de la reine, même remarque, ce sont des charges qui quand même sont vraiment très efficaces, donc on ne veut pas s'en priver. Bon, par contre, elle est extatique, j'y reviendrai plus tard. Du coup, la carte potentiellement pourrait être très forte. Si elle acceptait de sacrifier les charges d'un de ses soutiens, elle aurait quand même la possibilité d'avoir, mettons, elle doit faire 3 tests et elle a vision ésotérique pleinement chargée en jeu. Elle peut sur le premier test retirer une charge pour avoir 2 icônes libres, un icône de volonté. Pareil sur le deuxième test, pareil sur le troisième test. Et si elle a des tests de volonté à faire, elle teste donc à 5, à 5 et encore à 5. Mais encore une fois, c'est chèrement payé. Carte suivante chez les mystiques, extatique. Compétence de niveau 0, un icône d'intelligence. Si ce test est réussi pendant une enquête, placez une charge ou un secret sur un soutien que vous contrôlez. Alors les charges, on en a parlé. Les cartes que peut prendre Amanda Sharp et qui utilisent des secrets, bien évidemment, il y en a un paquet, vu qu'elle a accès à toutes les cartes chercheurs. Je vais pas toutes les passer en revue. Alors déjà, oui,
Pour les charges, elle peut recharger Vision ésotérique, elle peut recharger le pendentif de l'arène. À noter, Vision ésotérique, vous dépensez une charge pour que le lieu perde 2 de valeur occulte jusqu'à la fin du tour. Vous faites enquêter Amanda 3 fois dans le lieu. Encore une fois, si vous la faites enquêter 3 fois dessus... si vous lui faites faire 3 enquêtes dans un lieu pour trouver 3 indices, ça peut être en duo, ça sera plus probablement en multi, mais il n'empêche, si elle réussit chacune des 3 enquêtes, elle remet 3 charges sur Vision ésotérique. Donc vous dépensez une charge, vous en remettez 3, vous avez fait un gain de 2. Et si vous avez fait un gain de 2 charges, éventuellement, le round suivant, déferlement de puissance, alors que la carte soit sous Amanda Sharp ou dans votre main, vous dépensez 2 charges, vous donnez à la carte 2 icônes de volonté et 2 icônes libres. Donc un bonus de plus 3 en combat ou en intelligence ou en agilité, ou alors un bonus de plus 5 si c'est un test de volonté. Bien évidemment, recharger le pendentif de l'arène, c'est très bien. Voilà, et pour ce qui en est de la recharge de secret, on a par exemple le cryptographe, dont je parlerai tout à l'heure, passé dans cette boîte. Un soutien de niveau 0 qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, trait, objet et outils. Utilisation 3 secrets. Action rapide, incliner le cryptographe et dépenser un secret, enquêter. Votre lieu gagne 1 de valeur occulte pour cette enquête. Action, incliner le cryptographe et dépenser un secret, enquêter. Votre lieu perd 2 de valeur occulte pour cette enquête. Vous mettez une copie d'Extatic sous Amanda Sharp, vous enquêtez avec le cryptographe, vous utilisez par exemple l'action, la valeur occulte est diminuée de 2, vous avez plus de chances de réussir, et si vous réussissez, vous remettez le secret que vous venez de dépenser. 2 actions d'enquête suivantes, si vous en avez besoin d'en faire 3. Alors vous n'avez plus la possibilité d'utiliser le cryptographe vu qu'il est incliné, mais pour chacune réussite, vous remettez un secret sur le cryptographe. L'encyclopédie, soutien de niveau 0 qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, trait, objet et livre. Utilisation 5 secrets. Action, incliner l'encyclopédie et dépenser un secret. Choisissez un investigateur dans votre lieu. Cet investigateur gagne 2 à une compétence de votre choix jusqu'à la fin de la phase. Un peu la même remarque que pour Vision ésotérique. Pour une action, vous l'inclinez, vous dépensez un secret, vous vous donnez plus 2. Et maintenant, vous pouvez faire 2 enquêtes, plus facile à réussir grâce au plus 2. Et pour chacune de ces 2 enquêtes réussies, vous remettez un secret sur l'encyclopédie. Bon, là par contre, ça vous prend une action. Et donc vous avez maximum de recharge. Alors que la Vision ésotérique, on avait une action rapide pour diminuer la valeur occulte du lieu. Recharge de secret. Extatic permet de remettre des secrets sur l'étudiant énigmatique qui permet de déplacer les secrets ou les charges, notamment de lui vers quelqu'un d'autre. Et bien évidemment, le monstre, le Necronomicon de la boîte d'Harvey Walters. Il est de niveau 5, mais il coûte 3 expériences de plus si vous jouez la dernière version des tabous. Il coûte 3, il occupe un emplacement de main, trait, objet, livre. Utilisation 6 secrets, limite de 1 par deck. Action rapide, dépenser un secret, vous gagnez plus de votre valeur de compétence pour ce test. Action rapide, dépenser 2 secrets, piocher 2 cartes. Action rapide, dépenser 3 secrets, découvre un indice dans n'importe quel lieu. Action rapide, dépenser 4 secrets, infliger 3 dégâts à un ennemi engagé avec vous. Potentiellement, vous lui mettez 3 secrets de plus. 3 secrets, c'est 3 fois plus 2, ou schématiquement, 1 fois et demi piocher 2 cartes, ou découvrir un indice dans n'importe quel lieu. Et si vous le passez de 6 secrets à 9, vous pouvez à 2 reprises infliger 3 dégâts à un ennemi engagé avec vous. En action rapide, sans avoir à l'incliner, donc sans limitation. Je réfléchis rapidement. Bon, je connais pas par cœur les points de vie des ennemis, mais mettons un round, vous réussissez 3 enquêtes, vous avez mis 3 secrets sur le Necronomicon. Le round suivant, vous avez 9 secrets, vous pouvez infliger 6 dégâts. Si vous jouez, encore une fois, moi, Amanda Sharp, je la vois plus en multi. Si vous êtes à 3 investigateurs, 6 dégâts, c'est 2 dégâts par investigateur. Donc, mettons... Allez, moi j'ai beaucoup joué le cercle brisé dernièrement, que je trouve un bon exemple. Voilà, les hérétiques,
Dans le scénario Le salaire du péché, les hérétiques ont 2 points de vie plus 2 par investigateur. Vous jouez à 3, ça fait 8 points de vie. Et ben, vous pouvez infliger 6 dégâts direct, sans faire de test. C'est extrêmement puissant. C'est pas pour rien que le Necronomicon est entré dans la liste des tabous. Bien évidemment, les secrets, il y a Monsieur Rook, niveau 0, mais qui maintenant coûte 4 expériences sur la liste des tabous. Et voilà. Et... Ah oui, pardon, je pensais que j'étais sur les cartes chercheurs, oui. Donc, autre carte, autre compétence mystique intéressante, qui est dans cette boîte, promesse de pouvoir. Niveau 0, 4 icônes libres. Voilà, 4, c'est très bon. Après que vous avez attribué promesse de pouvoir à un test de compétence, ajoutez un pion maudit à la réserve du chaos. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 horreurs à la place. Tous les tests qu'elle fait du début de cette phase d'investigation à la fin de la phase de mythe suivante, elle teste à 6, plus autre bonus. Alors ça vous fait mettre potentiellement 3 ou plus jetons maudits dans la réserve du chaos, mais on verra plus tard que les chercheurs, ça les gêne. Enfin, les cartes chercheurs de ce cycle sont visiblement faites pour s'accommoder des jetons maudits. Toujours en mystique, on a prophétisé. Un icône libre, tant qu'il y a au moins 3 fatalités en jeu, prophétiser gagne un icône libre. Tant qu'il y a au moins 6 fatalités en jeu, prophétiser gagne 2 icônes libres à la place. Alors là, cette compétence, elle sera idéale quand il y aura 6 fatalités en jeu, mais avec 6 fatalités en jeu, c'est 3 icônes libres sans condition. Pas d'efficacité décroissante comme prendre l'initiative, pas de nécessité d'avoir un indice dans le lieu comme esprit curieux. Non, 3 icônes libres si vous avez 6 fatalités en jeu. Alors, moi j'avais tenté une liste de decks. Alors, comme vous le voyez, elle n'est pas finie. Voilà, un deck Amanda Sharp avec 14 compétences. Comme je le disais, casse-cou et élan. Alors ça c'est un deck en duo. Courage inattendu parce que c'est 2 icônes libres. Déduction, elle est là pour enquêter, donc tant qu'à faire. Extatique, ça serait pour recharger la vision ésotérique visiblement. L'œil de la vérité parce que 5 icônes libres. Perception de niveau 2 pour les 3 icônes et la possibilité de piocher plein de cartes. Voilà. Studieux pour quand c'est que plein de cartes en main. Milan Christopher pour un bonus en intelligence. William Temelson pour le cas où disons que on n'aura pas forcément une carte compétence adaptée au test à faire pendant la phase de mythe. Donc on peut pour un indice remplacer la carte traîtrise par une autre, enfin la carte rencontre par une autre, et en plus, si elle fait 3 enquêtes avec déduction, elle récupère les indices à grande vitesse, donc voilà, laisser de temps en temps un indice sur son lieu, c'est pas un problème. Alors, dans quel ordre je vais passer maintenant. Voilà, sa carte signature, c'est pas l'ordre que j'ai prévu, mais c'est mieux comme ça. Sa carte signature, c'est étude obscure. Et elle en a, que je vérifie, je crois qu'elle en a qu'une. Ouais, c'est ça. Donc, étude obscure, un événement qui coûte 0, qui a 3 icônes libres, rapide à jouer quand vous initiez un test de compétence. Renvoyez la carte sous Amanda Sharp dans votre main et placez étude obscure sous Amanda Sharp. Donc voilà, vous renvoyez la carte qui est sous Amanda Sharp dans votre main et vous mettez à la place une carte avec 3 icônes libres. 3 icônes libres, c'est un courage inattendu et demi. Il n'y a pas de condition. Alors, il n'y a pas de bénéfice à l'attribution de cette carte, mais voilà, c'est 3 icônes libres. Donc, imaginons que vous avez sous Amanda Sharp perception, ça vous booste que votre intelligence. Maintenant, vous avez besoin de volonté. Vous jouez étude obscure, c'est une action rapide. Vous reprenez perception dans votre main, et maintenant, vous avez 3 icônes libres. Et la perception que vous avez récupérée dans votre main, phase d'investigation suivante, vous pouvez la réattribuer, par exemple. Dans les commentaires, il y a une remarque. Voilà, une personne qui dit on peut attribuer le Necronomicon, que je vous montrais un peu plus tôt, enquêter 2 fois. Alors il dit 2 fois, ou même 3 fois. Donc vous avez le Necronomicon en main, vous le mettez sous Amanda Sharp. Vous pouvez enquêter une première fois à 7, une deuxième fois à 7, même une troisième fois à 7, puis vous jouez
études obscures, ça vous remonte le Necronomicon dans la main. Round suivant, vous jouez le Necronomicon. Voilà. Sa carte faiblesse personnelle, Murmure des profondeurs. Un icône libre. Les icônes de cette compétence se soustraient de votre valeur de compétence au lieu de s'y ajouter. Forcé, quand vous choisissez une carte à placer sous Amanda Sharp, si les murmures des profondeurs sont dans votre main, vous devez les choisir. Donc en fait, cette carte-là, elle vous met -1 à vos tests. Si au début de la phase d'investigation, vous avez cette carte en main, vous devez l'attribuer. Mais, à moins que j'ai raté un truc, rien ne vous empêche d'attribuer cette carte à un autre moment. C'est-à-dire que si pendant la phase d'entretien, vous piochez cette carte, et que pendant la phase de mythe suivant, vous n'avez pas à faire un test de compétence, quand la phase d'investigation débute, vous avez ça en main et vous devez mettre ça sous Amanda Sharp. Ou alors, que je dise pas de bêtises, je reprends le timing exact. Au début de la phase d'investigation, piochez une carte. Voilà, si cette carte-là, c'est Murmure des profondeurs, ben maintenant, vous devez la mettre sous Amanda Sharp. Mais, que je retrouve... Voilà. Mais, quand vous avez la carte dans la main, rien ne vous empêche de l'attribuer. C'est-à-dire, vous avez ça en main, vous savez que vous allez devoir la placer sous Amanda Sharp si vous l'avez toujours en main, et ben, vous l'attribuez. Donc, imaginons que pendant mon tour, je réussis un test auquel j'avais attribué perception, je pioche une carte, c'est Murmure des profondeurs, et ben, test suivant, je l'attribue. Certes, j'ai -1, mais à la fin du test de compétence, vu que je l'ai attribué depuis ma main, c'est défaussé. Par contre, si ça se retrouve glissé sous Amanda Sharp, et ben, pendant la phase d'investigation, la phase des ennemis, la phase d'entretien, la phase de mythe suivante, elle a -1 à tous ces tests. Donc la carte me semble assez indolore. Qu'est-ce que j'avais noté? Oui, cette carte-là, si vous voulez pas la piocher au pire moment, imaginons voilà la pire situation possible, piochez cette carte-là au début de la phase d'investigation, devoir la glisser sous Amanda, alors qu'elle est engagée avec un ennemi qui a, mettons, alerte et riposte. Si elle l'attaque et qu'elle rate, elle se prend une attaque. Si elle essaie de lui échapper et qu'elle rate son évasion, elle se prend une attaque et elle a -1 à ses tests. Les 3 tests de la phase d'investigation. Donc éventuellement, vous allez chercher la carte avant. Par exemple, si vous jouez Monsieur Rook, vous cherchez parmi 9 cartes. Si vous la trouvez dans les cartes consultées, vous dites « je dois piocher une faiblesse, je pioche cette faiblesse-là. » Ensuite, vous faites un test, peu importe lequel, vous attribuez la carte. Si le test que le test soit raté ou réussi, la carte a été attribuée, elle part à la défausse. Plus extrême et beaucoup plus coûteux, si vous jouez pas les tabous, il y a retourner chaque pierre de niveau 5. Parce que là, pour 2 ressources, vous cherchez une carte, vous cherchez dans votre deck une carte. Donc vous consultez tout votre deck, vous prenez la carte faiblesse d'Amanda, vous la mettez dans votre main, test suivant, vous l'attribuez, elle part à la défausse, et maintenant vous avez l'esprit tranquille pour la partie. Bon, ça vous coûte 5 XP, pas certain que ça soit très rentable. Alors que pour 5 XP, vous avez l'œil de la vérité. Mon test de liste de deck, qui n'a pas été fini, voilà, pour dire des pistes que moi je vois sur Amanda Sharp. Alors, Amanda Sharp, le problème, c'est qu'elle est... le problème. Elle a une carte compétence qui va servir 3 fois. Ça peut être très bien, mais elle part de 2. Même en standard, moi, quand je joue en standard, je veux faire mes tests avec une valeur de 5, voire même encore mieux 6. Et je parle pas du mode expert. En mode expert, j'aimerais plutôt faire mes tests avec une valeur de 8. Donc Amanda Sharp, chaque fois qu'elle fait un test, moi il me semble qu'il faut qu'elle ait un bonus de 2 ou 3, voire 4. 2 c'est le strict minimum, 3 c'est mieux, 4 c'est quand même l'idéal. Et ça, il faudra que ce bonus vienne de la compétence qu'elle a glissée sous la carte investigateur et de ses autres bonus. Le truc, c'est que la carte compétence glissée sous elle, elle va... Alors déjà, il faudrait qu'elle donne un bon bonus, et elle va pas forcément pouvoir servir pour tous les tests. Pour qu'elle puisse servir à tous les tests, logiquement, il faut qu'il y ait des icônes libres. Mais quand il y a des icônes libres sur une compétence, généralement, il n'y en a pas beaucoup, ou alors il y a une grosse contrepartie. Et si on veut pouvoir utiliser des cartes compétences avec plusieurs icônes, idéalement 3 du même type, ça veut dire qu'on va restreindre Amanda. Comme je le disais un peu plus tôt, si vous avez
déduction glissée sous Amanda, déduction que ça soit de niveau 0 ou de niveau 2, et ben, ok, elle a un bonus de 1 ou 2 et un bon effet sur l'enquête, mais elle n'est boostée que pour l'enquête. Donc ça va inciter à la jouer dans un rôle très spécifique, vu qu'elle a accès aux cartes chercheurs, un rôle d'enquêtrice. Donc si elle est spécialisée, elle n'est pas, pour moi, en tout cas elle semble pas très adaptée au solo, surtout qu'elle n'a accès qu'aux cartes chercheurs. Si elle avait accès aux cartes truands, elle aurait de bonnes cartes d'évasion. Si elle avait accès aux cartes mystiques, elle aurait de bonnes cartes d'annulation du deck de rencontre. Si elle avait accès aux cartes survivants, elle aurait un certain nombre de cartes avec un effet, même en cas d'échec, on gagne quelque chose. Donc là, voilà, moi je la vois pour du duo, voire du multi, comme spécialiste en enquête, et on mise tout sur l'enquête efficace. Mais encore une fois, avec une intelligence de base de 2, malgré éventuellement la copie de perception qui lui donnera plus 2 à chacun de ses tests, il faut encore des bonus. Du coup, on peut penser à Milan Christopher. Voilà, il donne un bonus permanent de plus en intelligence. Réaction après que vous avez enquêté avec succès, gagné une ressource. Si vous jouez les tabous, faut l'incliner pour ça, mais en tout cas, c'est un bonus en intelligence. Donc elle est à 3 plus la compétence. Il y a bien évidemment Loop, plus 1 en intelligence tant que vous enquêtez. Il y a également le tarot, plus 1 en intelligence. Et voilà, là on commence à avoir des bonus passifs qui la rendent fiable. Parce que là, si vous cumulez les 3, vous êtes à 5 en intelligence, plus la carte compétence. Comme par construction, vous attribuez une carte à chaque test de compétence, à moins que à ce moment-là, les icônes sur la carte sous Amanda Sharp ne correspondent pas au test, vous êtes incité à jouer le totem macabre. Totem macabre de niveau 0, réaction après que vous avez attribué une carte à un test de compétence, inclinez le totem macabre, la carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes de compétence de votre choix. Et si vous jouez la version de niveau 3 chercheur, si le test est réussi, l'investigateur qui effectue le test pioche une carte. Voilà, donc vous avez par exemple Ecstatic sous Amanda Sharp, au lieu de vous lui rajoutez un deuxième icône d'intelligence. Donc la carte vous donne un bonus de plus 2 si vous réussissez une charge ou un secret sur un de vos soutiens. Et comme à chacun de vos tests vous attribuez une carte à ce test de compétence, vous pouvez vouloir jouer 2 totems macabres et pour ça mettre dans votre deck le chasseur de reliques. Voilà le permanent qui vous permet d'avoir un emplacement d'accessoires supplémentaires. Donc vous avez les 2 totems macabres en jeu. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, je considère qu'on effectue par round 2 tests et demi. Du coup, éventuellement, premier test, le premier totem vous donne une icône de plus. Deuxième test, le deuxième totem vous donne une icône de plus. Ou éventuellement, si c'est un test très important, vous utilisez les deux sur le même test pour 2 icônes de plus. En plus de se booster, bien évidemment, on peut diminuer la difficulté. On peut diminuer la difficulté des tests. Encore une fois, vous êtes spécialisé en enquête, vous pouvez empacter une lampe torche. Vous diminuez la valeur occulte de 2. Donc vous avez 2 de base. Sous votre investigatrice, vous avez une compétence qui vous donnera probablement 1 plus 1, idéalement 1 plus 2. Vous êtes à 4, vous avez mettons un bonus passif, vous êtes à 5. Votre lieu a une valeur occulte de 4. Grâce à lampe torche, vous descendez à 2 et vous faites votre test à 5 contre 2, si je ne me suis pas embrouillé. Voilà. Également, cryptographe, dont j'ai parlé et dont je reparlerai. Pareil, possibilité de diminuer la valeur occulte de 2. Vision ésotérique, possibilité de diminuer la valeur occulte de 2. Une seule charge pour tout le tour. Et Amanda Sharp peut utiliser Ecstatic pour recharger à répétition cette carte. Et voilà. Du coup, Amanda Sharp, un peu comme l'investigatrice précédente, moi, elle m'enthousiasme pas. Alors, je vous rassure tout de suite, il y a les 3 autres investigateurs dans le pack m'enthousiasment plus. Elle m'enthousiasme pas, mais
Bon, elle doit quand même être très efficace, mais c'est juste qu'il faut... Elle part de bas, et il faudra donc réussir à bien la booster. Oui, je pense que... Alors, une carte dont j'ai pas pensé à parler, c'est Wheaton Green, qui est un allié qui donne également un bonus de +1 en intelligence. Mais voilà, je pense que pour la jouer, il faudra déjà la spécialiser à fond en enquête. Si éventuellement vous voulez la faire un peu combattre, j'ai un plan, vu que c'est un test d'intelligence, et des emplacements de main qui boostent son intelligence, des alliés, un ou plusieurs alliés qui boostent son intelligence, en emplacement d'accessoires totem macabre pour améliorer ses compétences, d'autres soutiens comme par exemple vision ésotérique qui vont diminuer la difficulté des tests à faire, ou également la lampe torche qui diminue la difficulté des tests, voilà, et des cartes compétences qui ont toutes au minimum 2 icônes d'intelligence ou au moins 2 icônes libres pour quand elle doit tester autre chose. Voilà, alors on va passer aux cartes chercheurs de la boîte. La première, c'est le cryptographe. Soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main. Trait, objet et outils. Utilisation 3 secrets. Action rapide. Incliner le cryptographe et dépenser un secret enquêté. Votre lieu gagne 1 de valeur occulte pour cette enquête. Action. Incliner le cryptographe et dépenser un secret enquêté. Votre lieu perd 2 de valeur occulte pour cette enquête. Ça rappelle la lampe torche. Alors lampe torche, elle coûte 2 pour 3 utilisations. Le cryptographe, il coûte 3 pour 3 utilisations. La lampe torche utilise des provisions, le cryptographe des secrets. Encore une fois, toutes les cartes qui interagissent avec les secrets, il y en a tout plein. Je vais pas vous en reparler encore et encore. Alors, le cryptographe a un gros avantage, c'est le premier effet, action rapide, enquêter. Vous pouvez enquêter en action rapide. Donc, alors déjà, vous gagnez une action, vu que cette enquête ne vous coûte pas d'action, mais également ça peut vous permettre d'enquêter sans vous prendre d'attaque d'opportunité si vous êtes engagé avec un ennemi. Et par exemple, si vous jouez j'ai un plan, imaginons, vous avez 2 indices, il y a un indice dans votre lieu, vous êtes engagé avec un ennemi qui a 4 points de vie. Si vous attaquez avec j'ai un plan, vous infligez plus 1 dégât par indice. Vous avez 2 indices, vous infligez plus de dégâts. Donc un total de 3 dégâts alors qu'il a 4 points de vie. Avec le cryptographe, en action rapide, vous enquêtez. Si vous récupérez l'indice, vous avez maintenant 3 indices. Vous attaquez et vous pouvez faire les 4 dégâts. Alors le problème, c'est une contrepartie honnête. Si vous enquêtez en action rapide, vous augmentez la valeur occulte du lieu. Bon, alors on a beau dire, les chercheurs, ils sont quand même super bons en enquête, c'est un risque. C'est-à-dire que le cryptographe, vous l'inclinez, donc vous ne pourrez plus l'utiliser à ce round, vous augmentez la valeur occulte de votre lieu. Même prenons un enquêteur qui a 5 d'intelligence, on veut être à 2 au-dessus de la difficulté, donc 2 au-dessus de la valeur occulte après modification. Ça veut dire qu'il faut que la valeur occulte après le +1 du cryptographe soit maximum de 3, ou, dit autrement, qu'elle soit de 2 avant. Vous pouvez enquêter en action rapide si vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 2 ou moins. Moi j'ai un peu joué cette carte, et bien, plus d'une fois je me suis dit, ça va, la valeur occulte n'est pas trop élevée, je vais enquêter en action rapide, je l'incline, je dépense un secret et je rate mon enquête. Donc j'ai perdu l'occasion de faire l'action enquête à valeur occulte -2 et j'ai perdu un secret. Voilà, dans un deck il permet, récup de niveau 2, le cryptographe quand il a plus de secret, vous vous débrouillez pour le défausser, vous enquêtez, vous réussissez une enquête avec une différence de 2 ou plus, vous inclinez récup, vous jouez le cryptographe depuis votre défausse. Idéalement, la technique c'est par exemple vous enquêtez avec lampe torche pour diminuer la valeur occulte du lieu de 2, vous avez de meilleures chances de réussir de 2 et donc de rejouer le cryptographe. J'en avais parlé de mémoire dans ma vidéo la combo de la semaine, ça c'est la numéro 2 je pense. Voilà. Alors le cryptographe, moi je l'avais joué dans un deck Trish Scarborough.
troisième investigatrice de cette boîte. Trish Scarborough, l'espionne, elle a une réaction. Après que vous avez découvert au moins un indice dans un lieu où se trouve un ennemi, soit vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu, soit vous échappez automatiquement à cet ennemi. Limite d'une fois par round. Trish, si elle a le cryptographe en jeu et qu'elle est engagée avec un ennemi, elle peut essayer, encore une fois essayer, c'est pas dit que ça marche, d'enquêter avec le cryptographe en action rapide. C'est une action rapide, donc l'ennemi engagé avec elle ne l'attaque pas. Et si elle réussit, elle trouve un indice. Comme elle a découvert un indice, eh ben elle va dire j'échappe automatiquement à l'ennemi. Voilà, en action rapide. Donc elle a effectué une action rapide, elle a pris un indice, elle a échappé automatiquement à un ennemi, éventuellement elle a vol à la tire qui lui permet de piocher une carte. Maintenant qu'il y a un ennemi incliné dans le lieu, elle peut utiliser oreille indiscrète, bref, elle n'est pas gênée par l'ennemi, et elle a toujours ses 3 actions. Par contre, Trish Scarborough, elle commence avec 4 d'intelligence, enfin elle a une intelligence de base de 4, selon le raisonnement de tout à l'heure, si on considère qu'il faut qu'elle soit à 2 au-dessus de la valeur occulte, ça veut dire que, à moins de se booster, elle ne peut utiliser cette technique de façon fiable que dans un lieu qui a une valeur occulte de 1, ce qui restreint. Ou alors, bien évidemment, il faut qu'elle attribue une copie de perception, ou, je sais pas moi, 2 copies d'opportuniste, ou alors qu'elle paie des ressources si elle a des brouillards en jeu, ce genre de choses. Carte suivante, le grimoire cryptique, non traduit. Un soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, trait objet, livre et occulte. Action, ajouter un jeton maudit à la réserve du chaos. Action, s'il y a 10 pions maudits dans la réserve du chaos, défausser le grimoire cryptique. Indiquez dans votre carnet de campagne que vous avez traduit le grimoire. Remplacez 5 jetons maudits de la réserve du chaos par 5 jetons bénis. Le soutien chercheur à traduire du cycle, voilà. Alors, pour son effet, c'est quand même lourd de base. Hein. Je les connais pas tous par cœur là. Alors, je me souviens plus ce que faisait l'étrange solution. De mémoire, pour les glyphes archaïques, il fallait dépenser une action et défausser de sa main une carte avec un icône d'intelligence pour poser un secret sur la carte. Les pierres anciennes, oui, quelque chose comme ça. Il fallait réussir une enquête dans un lieu à valeur occulte plus 3. Le livre des rêves, il faut réussir de 3 un test auquel on a attribué la carte compétence avec 2 icônes libres. Et pour le livre d'Harvey Walters, il faut dépenser dépenser une action pour retirer un secret et piocher une carte. Là, vous dépensez une action pour ajouter un jeton maudit à la réserve du chaos. Vous mettez dans le sac un jeton qui vous complique la tâche et vous n'avez aucun bénéfice. Là, comme ça semble être très cher payé. Et ensuite, pour une action, s'il y a 10 jetons maudits dans la réserve du chaos, on le défausse et on indique qu'on l'a traduit. Et ensuite, on remplace 5 jetons maudits par des jetons bénis. Ça va être très long d'utiliser uniquement le grimoire pour remplir le sac du chaos de jetons maudits. En plus, chaque fois que quelqu'un fait un test, il peut retirer un jeton maudit ou plus. Je regardais les 4 youtubeurs et je sais pas si ça se dit twitchers anglophones, Man from Lang, Nate Winslow, Big Stupid Green et le nom du 4e m'échappe là tout de suite. Bon, enfin bref, voilà, ils ont fait un Maratcam sur le cercle brisé pour Halloween. Bref, ils disaient, ça leur est déjà arrivé dans un test de trouver, de piocher plusieurs jetons bénis et ou maudits. Donc là, le grimoire, une action pour mettre un jeton, une action pour mettre un jeton, une action pour mettre un jeton, au total 10 actions. Et ensuite, il suffit d'un test pour que quelqu'un vous retire 1, 2, 5 jetons d'un coup. C'est extrêmement lent à charger. Du coup, il faudra charger autrement. Voilà, on est dans la boîte qui introduit la mécanique des jetons bénis et maudits. Donc on peut quand même s'attendre à ce qu'il y ait un certain nombre de cartes. La carte dont on parlera tout à l'heure, donc je vais vite dessus. Ça coûte 0. En tant que coût supplémentaire pour la jouer, ajouter 2 jetons maudits.
Donc en une action, vous ajoutez 2 jetons maudits et vous avez un autre effet. On a le pacte faustien des truands. En tant que coup supplémentaire, ajoutez 2 jetons maudits et un autre effet. Vague du destin des mystiques. On remplace... voilà. Alors dans un premier temps, vous remplacez tous les jetons maudits par des jetons bénis. Et ensuite, tous les jetons bénis deviennent des jetons maudits. Donc là, ça serait plutôt dans si il y a beaucoup de jetons bénis. Mettons par exemple parce que vous jouez en binôme avec Sœur Marie. Mettons que dans le sac du chaos, il y a 5 jetons bénis et 3 jetons maudits. Vous jouez ça. Les 3 jetons maudits deviennent des jetons bénis. Maintenant, il y a 8 jetons bénis. Éventuellement, vous dépensez 2 actions pour mettre 2 jetons maudits. Fin du round, les 8 jetons bénis deviennent 8 jetons maudits. Début de la phase des investigateurs suivante. Pour une action, eh bien, vous faites le... voilà, vous dites, il y a 10 jetons maudits dans le sac du chaos. Je défausse le grimoire, il est traduit. Et maintenant, je retire 5 jetons maudits pour les remplacer par des jetons bénis. On a la promesse de pouvoir. À chaque fois qu'on l'attribue, on met un jeton maudit. Donc ça, c'est par exemple dans un deck Amanda. Vous mettez ça sous elle. Si elle joue le grimoire cryptique, eh ben, elle fait un test, elle met un jeton maudit, un autre test, un autre jeton maudit, troisième test, troisième jeton maudit. Phase de mythe suivante, elle a un test à faire, elle attribue un jeton maudit. Pendant la phase d'investigation, je sais pas, imaginons, elle avait des cartes traîtrises dans sa zone de menace, elle a fait d'autres tests, et avec une copie de promesse de pouvoir, ben voilà, elle peut mettre 2, 3, 5 peut-être jetons maudits dans le sac. Et enfin, tenter le sort, voilà, rapide à jouer dans n'importe quelle fenêtre action rapide, ajouter 3 jetons maudits et 3 jetons bénis, puis piocher une carte. Alors, ce grimoire, ces versions traduites, je suppose, seront dans le pack Horreur à toute vitesse, voilà. Alors, c'est pas un divulgachage, on voit pas le texte, on voit juste... Ah oui, attention, léger divulgachage sur le niveau de la carte, au cas où c'est important pour vous, donc je montre rapidement. Voilà, c'est de niveau 4, hop, je vous montre pas le nom en détail. Et pour info, ce pack-là, il sort 4e, sur le site de FFG France, il est toujours indiqué comme étant 4e trimestre 2020. Sachant que le pack précédent, le Récif du Diable, est sorti le 4 décembre, je pense que pour Horreur à toute vitesse, il faut plutôt tabler sur... Alors, soit toute fin décembre, mais je suis pas sûr qu'ils aient envie de s'embêter avec la logistique au moment des fêtes, donc plutôt début janvier. Voilà, donc le grimoire cryptique, moi je le trouve super lourd. En général, pour des raisons, on va dire un petit peu de fluff, je n'essaie pas de savoir ce que font les versions traduites avant d'inclure la version non traduite. Voilà. Là, c'est probablement ce que je ferai, mais pour ça, il faudra que j'attende d'avoir un deck chercheur qui arrive à jouer efficacement les jetons maudits. Et pour le moment, on n'y est pas encore. Alors, carte suivante, connaissance profonde, un événement de niveau 0 qui coûte 0, perspicacité et maudit. En tant que coût supplémentaire pour jouer connaissance profonde, ajoutez 2 jetons maudits à la réserve du chaos. Les investigateurs dans votre lieu piochent un total de 3 cartes. Vous décidez combien de cartes pioche chaque investigateur. Alors ça rappelle Croquis Absurde. Croquis Absurde de niveau 0, ça coûte 2 et vous piochez 3 cartes, mais il faut qu'il y ait un indice dans votre lieu. Croquis Absurde de niveau 2, ça coûte 0. Il faut qu'il y ait un indice dans votre lieu et vous piochez 3 cartes. La connaissance profonde, ça coûte 0, il n'y a pas besoin qu'il y ait un indice. Les cartes, vous les répartissez comme vous voulez, mais vous mettez 2 jetons maudits dans la réserve. Si vous voulez traduire plus vite le grimoire cryptique, ça vaut le coup. Sinon, je suis pas trop convaincu. Voilà. Et la dernière carte chercheur, plan d'action. Une compétence avec un icône libre. Si ce test de compétence a lieu avant ou pendant la première action de ce tour, plan d'action gagne un icône de volonté et un icône d'agilité. Si ce test de compétence a lieu entre la première et la troisième action de ce tour, piochez une carte en cas de réussite. Si ce test de compétence a lieu pendant ou après la troisième action de ce tour, plan d'action gagne un icône de force et un icône d'intelligence. Je suis très dubitatif. Alors déjà, depuis
les discussions avec Matt Newman au sujet de facilité d'apprentissage, eh ben, on sait que quand sur une carte il y a marqué avant la première action, ça veut dire que c'est pendant la phase d'action. Donc cette carte-là, en dehors de la phase d'action, elle a uniquement un icône libre. Et c'est peu. Voilà, seulement un icône libre, c'est peu. Avant ou pendant la première action de ce tour, alors avant la première action du tour, là comme ça, je vois pas trop. Donc pour la première action, cette carte-là est intéressante si vous avez un test de volonté à faire ou un test d'agilité. Test d'agilité, ça se comprend, c'est par exemple, vous êtes engagé avec un ennemi, vous voulez lui échapper avant de poursuivre votre tour. Test de volonté, je vois pas trop. Alors oui, si vous avez un sort mystique et que vous voulez faire un test de volonté, pourquoi pas? À la limite, cette carte-là dans un deck Daisy Walker, ça peut, pour sa première action, lui booster un sort. Ok. Entre la première et la troisième action, c'est pas la première, c'est pas la troisième, c'est la deuxième, mais c'est également tous les tests faits hors action. Par exemple, vous faites votre première action, puis vous utilisez le cryptographe en action rapide, puis vous faites votre deuxième action, puis vous utilisez un autre cryptographe en action rapide, et ben le deuxième effet de plan d'action pourrait marcher pour chacun de ces tests. Évidemment, si vous jouez Amanda et que cette carte-là est glissée sous sa carte investigateur, ça marche pour les trois. Et enfin, si ce test de compétence a lieu pendant ou après la troisième action de ce tour, un icône de force et un icône d'intelligence. Alors l'icône d'intelligence, on est en chercheur, ça aide. L'icône de force, je suis dubitatif. Et moi je note surtout un truc en fin de tour, voire même en fin de phase d'investigation. Oui, donc c'est pendant votre tour en général, oui. À la fin du tour, les tests qu'on a à faire après sa troisième action, c'est souvent des tests sur des cartes traîtrises. Je reviens à Paralysé par la peur. Voilà. À la fin de votre tour, testez volonté X. En cas de réussite, défaussez cette carte traîtrise. Et ben, plan d'action, moi j'aurais bien aimé, pour la première action, avoir un bonus de force et d'agilité, pour le cas où on voudrait combattre un ennemi. Et à la fin, volonté et intelligence. L'intelligence pour une enquête et la volonté pour se débarrasser d'une carte traîtrise. Mais globalement, cette carte-là, si on l'a en main, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle va attribuer un icône libre. Première action, si vous voulez pas de volonté, pas d'agilité, c'est qu'une icône libre. Entre la première et la troisième action, quoi qu'il arrive, seulement une icône libre. Troisième action après, c'est seulement une icône libre si vous n'avez pas besoin de force et pas besoin d'intelligence. Alors, si ce test de compétence a lieu entre la première et la troisième action de ce tour, piochez une carte en cas de réussite. Dans un deck Amanda Sharp, si vous réussissez à faire plusieurs tests entre la première et la troisième action, vous pouvez piocher plusieurs cartes, mais en cas de réussite. Et cette compétence ne vous donne qu'un +1. On revient à l'idée qu'Amanda Sharp, elle part de 2, qu'elle a besoin d'un gros bonus. Imaginons qu'en jeu, vous avez 2 cryptographes et... que je dise pas de bêtises. Imaginons qu'en jeu, voilà, vous avez 2 cryptographes et Milan Christopher et le tarot chercheur. Elle a 2 de base. Milan Christopher, elle passe à 3. Le tarot, elle passe à 4. Grâce à plan d'action, elle passe à 5. Elle enquête en action rapide avec le cryptographe, elle est à 5 contre valeur occulte +1. Deuxième action, elle enquête, à la main, elle a 5 contre valeur occulte. Et ensuite, elle utilise l'autre cryptographe, elle a 5 contre valeur occulte +1. Et ben, pour avoir de bonnes chances de réussir les 3 fois, ce qui lui permettrait quand même de piocher 3 cartes, il faut a priori que la valeur occulte du lieu soit au maximum de 2. Donc cette carte-là, moi, non, elle m'enthousiasme pas du tout. Allez, un petit récap. Amanda Sharp, pour le moment, entre le fait qu'elle n'a accès qu'à des cartes chercheurs, le fait qu'elle part de 2 de partout, le fait que quand même les icônes libres, il y en a rarement des quantités folles sur une carte compétence sans contrepartie conséquente, moi je pense qu'il faut la spécialiser. Elle est chercheur, il faut la spécialiser en enquête. Voilà, il faut booster les bonus passifs, ne prendre que des cartes compétences qui lui donnent au minimum un +2, et si possible qui en plus lui donnent un gros boost, voilà.
Par exemple, elle va faire 3 enquêtes avec perception. Si elle réussit ces 3 enquêtes, elle pioche 3 cartes. Bon, ça c'est très bien. Mais voilà, pas particulièrement enthousiasmant alors que j'adore les chercheurs. Bon, ces cartes signature, j'en parle pas particulièrement. Les autres cartes, cryptographe. Allez, on parle du deuxième effet. Le deuxième effet, ça en fait une lampe torche pour un peu plus cher, mais aussi très facile à recharger pour les chercheurs. Le premier effet de la carte, c'est de l'enquête en action rapide. Donc la possibilité d'enquêter 4 fois pendant son tour, c'est très bien, mais augmenter la difficulté fait que moi je m'imagine pas jouer ça à des niveaux de difficulté élevés, et même en standard, ça demande d'avoir quand même, je pense, des bonus passifs. Alors, je suppose que la plupart des gens jouent chercheur avec, à côté, une loupe, enfin, à côté, je veux dire, en jeu, loupe ou Milan Christopher, ou en ayant dans la main perception ou déduction. Mais là, il faudra peut-être rajouter un bonus additionnel de +1. Par contre, dans un deck Trish Scarborough, c'est génial pour, en action rapide, trouver l'indice et échapper automatiquement à l'ennemi, ou alors trouver un deuxième indice si l'ennemi n'est pas gênant, par exemple il est distant ou il est déjà incliné, et éventuellement dans un deck Mintifan, si on joue un deck récup, voilà, on utilise ça pour faire des enquêtes à valeur occulte -2, comme si c'était une lampe torche. On a des cartes qui rechargent en secret pour le recharger, dès qu'on a plus de secret, on se débrouille pour le défausser, puis avec récup on le remet en jeu. Voilà, j'en ai déjà parlé dans une ou deux vidéos précédentes. Carte intéressante. Grimoire cryptique non traduit, c'est pénible à traduire. Il faudra, si on veut traduire cette carte-là, il faudra prévoir des cartes qui disent typiquement ajouter X jetons maudits au sac du chaos et prenez tel bénéfice. Et puis pour savoir si ça vaut le coup de mettre la version non traduite dans le deck, il faudra voir avec la version traduite. Connaissance profonde, ok, ça coûte 0 quand croquis absurde coûte 2. Bon, d'accord, ça permet de répartir la pioche parmi les investigateurs dans le lieu, mais à moins de vouloir des jetons maudits, je ne suis pas convaincu. Et pour finir, plan d'action, c'est une compétence qui garantit seulement un icône libre. Les autres icônes, ça dépendra, et c'est pas vous qui choisissez. Si vous avez besoin de cette carte-là pour votre troisième action, on vous impose que les icônes additionnelles, c'est un icône de force, un icône d'intelligence, c'est peut-être pas ce qui vous intéresse. Je suis absolument pas convaincu, c'est pas assez fiable pour moi. Voilà, c'est... si je mets une carte compétence dans mon deck, c'est parce que je sais qu'elle m'apporte, par exemple, 2 icônes de force et la pioche d'une carte en cas de réussite, ou 3 icônes libres, mais à condition que personne d'autre, qu'aucune action n'ait été faite pendant la phase. Là, c'est pas assez contrôlable pour que ça m'intéresse. Bon, voilà, du coup, sur cette vidéo, moi je retiens l'investigatrice, elle est pas enthousiasmante, mais elle est quand même, on va dire, intrigante. C'est pas chouette, je vais faire plein de trucs avec elle, c'est tiens, c'est bizarre, je dois quand même réussir à faire un truc, allez, je vais m'y atteler un de ces jours. Donc je la jouerai quand même plus tard. Mais par contre, sur les 4 chercheurs, bien évidemment, le grimoire cryptique, j'essaierai un jour de le jouer parce que j'adore la mécanique de traduction. Mais sinon, il n'y a que le cryptographe qui, pour le moment, me donne envie de le jouer. Et d'ailleurs, je l'ai déjà joué ces derniers mois, avec une efficacité relative, on va dire. Bon, voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.